Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Douleurs, saignements, gêne, on estime à 4,4% la proportion de malades d'hémorroïdes dans le monde. Un problème de santé pour lequel la pudeur empêche parfois d'en parler avec un médecin. On s'intéresse donc aujourd'hui aux hémorroïdes pour que vous arrêtiez désormais d'en souffrir en silence. D'où viennent-elles? Comment les soigner? Quelle hygiène pour prévenir les hémorroïdes? Docteur Abdou Rahimi Bossou nous dit tout au cours de cette émission. Bonjour, docteur Bossou. Bonjour, madame. Vous êtes hépato-gastro-entérologue au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou et enseignant à la faculté des sciences de la santé. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Avant de parler des hémorroïdes, un hépato-gastro-entérologue, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'hépato-gastro-entérologue, c'est le spécialiste qui s'occupe des maladies de l'appareil digestif, à savoir les maladies du foie, oui. C'est ça, hépato, oui. Les maladies du pancréas, mais aussi les maladies du tube digestif, depuis l'œsophage jusqu'au niveau de l'anus, où se trouvent les hémorroïdes. Merci docteur pour cette précision parce qu'on a également des jeunes qui nous suivent et c'est important de savoir avec qui qui est notre invité sur cette émission. Avant de poursuivre avec le thème d'aujourd'hui, nous avons interrogé les citoyens sur les hémorroïdes. On suit ce micro-trottoir et on revient dans un instant. Maladie hémorroïdaire, on peut dire que ce sont des gonflements des veines du rectum qui provoquent un saignement. Hémorroïde interne et hémorroïde externe. Et ce qui est externe, on connaît ces manifestations, c'est-à-dire ça sort donc, au niveau de l'anus. Et ce qui est interne, c'est toujours à l'interne, mais ça brûle. J'étais enfant, j'ai commencé la maladie. Ma maman, avec les écorces de la Côte d'Ivoire, m'a traité. Et ça sortait avec du sang. Non, je n'avais pas consulté un médecin, mais il y avait un parent qui est allé jusqu'à être opéré. Si on veut aller au sel, là, c'est difficile d'aller au sel. C'est difficile d'aller au sel. Et des fois, là, sel, là, ça vient avec du sang. À ma connaissance, ce sont les... Lorsque nous mangeons des trucs trop sucrés, bon, à ma connaissance, c'est un peu ça. Ou bien, bon, quand on prend trop de viande aussi, ça fait ça aussi. Occasionné par le fait de consommer trop la viande de bœuf. La viande de bœuf et consort. Des aliments qui créent, c'est surtout notre alimentation. Mais d'autres disent que c'est un débordement de l'intestin. C'est que la présence d'hémorroïdes, par exemple sur un homme, ça entraîne les faiblesses sexuelles. Et puis chez la femme aussi. On va te dire, ne mange pas ceci, ne mange pas ceci. Alors, ce qu'on te dit de ne pas manger, et c'est souvent des choses que nous mangeons, ce que nous sommes habitués à manger même. Et quand on te dit ne mange pas ceci, ne mange pas ceci, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut manger au juste. Aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments, mais je révise mes taux de sucre. À chaque repas, je prends des fruits pour me faciliter la digestion et puis pour aller au sel et libérément. Quand ma crise d'hémorroïdes commence, j'ai très mal. Je peux aller aux toilettes, y rester des heures sans pouvoir me libérer ni dormir la nuit. Je n'ai jamais consulté. Souvent, j'utilise des tisanes que me recommandent des amis. J'ai déjà utilisé plusieurs produits, mais quelques jours après, ça revient. Parfois, je n'arrive pas à m'asseoir. Je suis obligé de m'asseoir sur une fesse. La maladie d'hémorroïdes est causée par la consommation de poissons frais, viande et autres. Retour dans ce studio, docteur Bossou. Vous venez de suivre différents points de vue sur les hémorroïdes. Votre première réaction? Ma première réaction, c'est que les connaissances ne sont pas suffisantes sur la maladie hémorroïdaire à travers les interventions des uns et des autres.
Et notamment sur les manifestations, il a été dit que les difficultés d'aller à la selle constituent la maladie hémorroïdaire, alors que ça veut dire constipation, qui peut effectivement entraîner par la suite une maladie hémorroïdaire, mais ce n'est pas difficulté à la selle ne veut pas dire maladie hémorroïdaire, entre autres. Et sur les causes de la maladie hémorroïdaire, on y reviendra. Ils ont évoqué des causes qui ne sont pas souvent justifiées. Pendant qu'on y est, les hémorroïdes, c'est quoi concrètement? Les hémorroïdes, ce sont des structures anatomiques normales qui se trouvent au niveau de la zone anale. Ces structures sont composées de lacs veineux, de petites artérioles, de tissus conjonctifs. Donc c'est tout un mélange. Et dans cette structure, il y a des jonctions, on appelle ça des shunts, entre artères et veines. Donc voilà la structure des hémorroïdes. Et quand on parle de maladie hémorroïdaire? Alors, la maladie hémorroïdaire, c'est la maladie liée aux hémorroïdes. C'est-à-dire que lorsque ces structures anatomiques normales commencent à faire mal ou à saigner, en tout cas à se faire sentir, là, ça devient une maladie et on parle de maladie hémorroïdaire. Donc, on ne devrait pas parler d'hémorroïdes ou des hémorroïdes? Non, en fait, dans l'usage, dans le commun, pour le commun des gens, ils rendent synonyme hémorroïdes et maladie hémorroïdaire, mais ce n'est pas justifié. Tout le monde a des hémorroïdes, mais tout le monde n'a pas une maladie hémorroïdaire. On a une maladie hémorroïdaire lorsque les hémorroïdes commencent à souffrir. Oui, on parle souvent de plusieurs types de maladies hémorroïdaires. Oui. Les hémorroïdes, on distingue deux types de structures hémorroïdaires. Les hémorroïdes internes, qui sont des structures normales situées au-dessus d'une zone située à l'entrée de l'anus qu'on appelle la ligne pectinée. Donc les hémorroïdes internes sont situées sous la muqueuse au-dessus de cette ligne-là, alors que les hémorroïdes externes sont situées au-dessous de la ligne pectinée, sous la peau. Toujours à l'intérieur? Non, là c'est à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Donc c'est à l'extérieur, juste à l'entrée de l'anus, à l'extérieur, sous la peau. Donc c'est pour ça qu'on dit externes, sont à l'extérieur du canal anal, alors que les hémorroïdes internes sont à l'intérieur. Souvent les gens font la confusion, ils pensent que c'est quand ça sort qu'on dit externe, et quand ça ne sort pas, c'est interne. Donc ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. En fait, les hémorroïdes externes sont naturellement externes et les hémorroïdes internes sont naturellement internes. Maintenant, les hémorroïdes internes malades peuvent descendre. Et là, on ne va pas dire hémorroïdes externes parce que c'est sorti, mais on va dire prolapsus des hémorroïdes internes. D'accord. Et quel que soit le type, comment ça se manifeste? Alors, les manifestations sont un peu différentes selon que ces manifestations sont liées aux hémorroïdes internes ou à la maladie hémorroïdaire externe. Dans la maladie hémorroïdaire externe, ça se manifeste essentiellement par deux choses. La première chose, c'est la manifestation aiguë, qu'on appelle thrombose. Là, il y a un caillot de sang qui est formé dans l'hémorroïde externe et ça fait brutalement très mal pendant plusieurs jours. C'est ça la thrombose hémorroïdaire externe et c'est la principale manifestation aiguë de l'hémorroïde externe. Deuxième manifestation des hémorroïdes externes, c'est ce qu'on appelle la marisque. Et la marisque, c'est très fréquent. En fait, lorsque cette thrombose finit par s'éliminer, parce que le sang accumulé va finir tout doucement par partir, ça va laisser un repli de peau juste à l'entrée de l'anus qui va persister pratiquement tout le temps là. Et c'est ça qu'on appelle marisque. Ça, c'est pas une maladie vraiment, ça pose surtout un problème esthétique et problème d'entretien parce que des selles peuvent un peu s'accumuler là-dessous, sinon ce n'est pas un problème. Donc, on ne devrait pas s'en inquiéter. Non, c'est la forme chronique
de la maladie hémorroïdaire externe qu'on appelle MARIS. Ça peut des fois gonfler, gêner, et là, si ça gêne beaucoup, on est amené à l'enlever. Sinon, la MARIS ne pose pas de problème. Donc, hémorroïde externe, principale manifestation, thrombose, douleur. La thrombose entraînant la douleur. Oui. Quant aux hémorroïdes internes, les hémorroïdes internes se manifestent essentiellement par le saignement, donc du sang rouge. C'est ce que nous appelons rectorragie, donc du sang rouge émis par l'anus. C'est en général une émission à la fin des selles. Donc, quand on finit de faire les selles, il y a du sang qui éclabousse la cuvette ou du sang qui coule goutte à goutte ou juste des traces de sang à l'essuyage. Donc, c'est ça. Principale manifestation, saignement. Deuxième manifestation possible des hémorroïdes internes, c'est le prolapsus. Là, ça sort. Ça sort. Et quand ça sort, ça peut un peu être source de gêne, de démangeaison, de douleur. Voilà les deux principales manifestations de la maladie hémorroïdaire interne. Dans certains cas, l'hémorroïde interne peut aussi se thromboser. Là, ça fait très très mal lorsque la thrombose a lieu à l'intérieur du canal anal, à l'intérieur, et ça fait très très mal. Ou alors, l'hémorroïde est d'abord prolabé et ensuite se thrombose en plus. Dans ce cas, on dit étranglement NIS. Ça fait très très mal. Voilà les principales manifestations de la maladie. Des deux, laquelle est plus répandue? Les deux sont tout aussi fréquentes, mais la maladie hémorroïdaire interne pose plus de problèmes en termes, est plus fréquente puisque ça fait plus saigner que l'externe. Voilà. Si on prend les femmes enceintes par exemple, c'est la thrombose qui est plus fréquente, donc les manifestations liées à la maladie hémorroïdaire externe, alors que dans la population générale, la maladie hémorroïdaire interne est un peu plus fréquente que Et qu'est-ce qui provoque ces maladies-là? Alors, donc d'abord, qu'est-ce qui va engendrer que des manifestations arrivent au niveau de ces structures naturelles normales? On admet deux mécanismes. La théorie vasculaire, là on pense qu'il y a une perturbation au niveau des vaisseaux, donc qui deviennent gonflés, engorgés, inflammation, douleur, thrombose. C'est la première théorie qui est à la source de ces manifestations. La deuxième théorie, c'est la théorie mécanique. Normalement, les hémorroïdes sont internes, surtout ça a rapport aux hémorroïdes internes, sont maintenus en haut, au-dessus de la ligne pectinée par des ligaments, donc des moyens de suspension. Lorsqu'il y a une laxité, un relâchement au niveau de ces moyens de fixation, ça va sortir et donner le prolapsus. Donc, c'est la théorie mécanique. Donc, des facteurs mécaniques, des frottements, l'appui prolongé peuvent favoriser que ça commence à se manifester. On pourra revenir après sur quelles sont les causes qui vont ensuite engendrer ces mécanismes et entraîner les manifestations. Donc, c'est cette seule façon-là qu'on peut tomber et devenir malade hémorroïdaire. Oui, c'est les mécanismes qui sont à la cause des manifestations au niveau des structures hémorroïdaires. Pendant qu'on y est, et qu'est-ce qui cause véritablement Pour les causes, il y a 3 causes qui sont scientifiquement prouvées pouvant engendrer la maladie hémorroïdaire. D'abord, c'est ce que nous appelons les troubles du transit intestinal, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation au niveau de l'élimination des selles, soit parce que les selles sont rares ou difficiles à éliminer, ce qu'on appelle la constipation. Donc la constipation est véritablement reconnue comme la cause de maladie hémorroïdaire la plus fréquente. Donc ce n'est pas un ballonnement du ventre, parce que d'habitude souvent, on dit quand on est constipé, c'est quand on a... Non. Pour nous, sur le plan médical, constipation, c'est plutôt difficulté à aller à la selle, soit parce que c'est rare, les selles sont rares, ou difficulté à évacuer. Voilà. Donc, constipation, première cause de maladie hémorroïdaire.
Ou alors, j'ai dit trouble du transit, soit c'est rare, c'est difficile, soit on va trop souvent à la selle et c'est là ce qu'on appelle la diarrhée. Là également? Donc, ça peut favoriser la maladie hémorroïdaire puisque vous allez fréquemment à la selle, vous sollicitez votre anus, ça irrite et ça peut déclencher des souffrances au niveau des structures hémorroïdaires. Deuxième cause reconnue, c'est la grossesse et l'accouchement. C'est vraiment reconnu. Environ un cinquième des femmes auront des problèmes hémorroïdaires, pendant la grossesse. Les thromboses, pendant la grossesse. Et on estime qu'une femme sur 3 environ auront des manifestations après l'accouchement. Donc c'est relativement fréquent. Grossesse et accouchement à cause non seulement des facteurs hormonaux qui vont intervenir, mais aussi des mécanismes liés de poussée qui vont agir à ce niveau-là. Ensuite, troisième cause, c'est l'hérédité. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des familles de maladies hémorroïdaires. Donc le fait d'avoir un parent qui a, ou un frère ou une sœur qui a une maladie hémorroïdaire, vous êtes un peu plus sujet à en faire aussi. Donc, l'hérédité. Voilà les 3 principales causes ou facteurs favorisants reconnus. À côté de ça, il y a des facteurs qui sont cités, mais dont la preuve scientifique n'est pas acquise. Il s'agit notamment de l'alimentation, notamment épicée, de l'alcool. Il s'agit de certains sports, tels que l'équitation, le vélo, le fait des frottements. Il s'agit de la station assise prolongée. On entend souvent. Voilà, pour certaines professions qui peuvent favoriser la maladie hémorroïdaire. Voilà, les efforts violents peuvent aussi favoriser. Chez les femmes, lors des règles, des menstruations, peuvent avoir des crises, des poussées de maladies hémorroïdaires à ces occasions. Voilà. J'ai entendu citer la viande. La viande n'est pas reconnue comme facteur pouvant favoriser la maladie hémorroïdaire. Cependant, c'est peut-être que la viande est souvent épicée, assez épicée, pour avoir meilleur goût, et ça peut expliquer qu'il y a une relation entre viande et maladie hémorroïdaire. Oui, dans l'élément, il y a également un citoyen qui parlait de... Quand il parlait de viande, il parlait plutôt de viande fraîche, de poisson frais. Oui, ça, c'est pas... c'est pas prouvé. Il n'y a pas de preuve scientifique, mais effectivement, certains de mes patients le rapportent et je leur dis, si vous avez fait formellement le constat, effectivement, il faut l'éviter. Sinon, mais ce n'est pas scientifiquement prouvé. D'accord. Est-ce que les maladies hémorroïdaires sont liées à un âge? Oui, effectivement, l'âge est un facteur favorisant. C'est exceptionnel d'avoir une maladie hémorroïdaire chez l'enfant. Exceptionnel. En général, la maladie hémorroïdaire débute vers l'âge de la trentaine, 30 ans. Et le risque augmente. Général. Oui, en général. Et le risque augmente avec l'âge parce que plus on vieillit, plus on est sujet à des problèmes de constipation, le transit intestinal se ralentit et ça peut favoriser plus de poussée pour aller à la selle. Mais là, c'est quand ce n'est pas héréditaire parce que je suppose si on en a dans la famille, il y a plus de risques de commencer de voir les premiers signes. Oui, même s'il y a une prédisposition héréditaire, génétique. Cependant, ça ne débute pas dans l'enfance. Ça va débuter un peu plus tôt dans la vie, mais en général, à part l'hérédité, il y a des facteurs liés au vieillissement des tissus qui interviennent pour que la maladie commence à se manifester en général. Souvent, on entend parler de crise hémorroïdaire. Est-ce que c'est toutes les fois que ça survient qu'on parle de crise ou... Oui, la crise est liée peut-être au fait que ce sera plus compliqué chez certaines personnes que... Le terme de crise hémorroïdaire est utilisé pour désigner surtout les épisodes douloureux liés à la maladie hémorroïdaire. En général,
Ça arrive chez certaines personnes où par moment, ils ont des douleurs importantes liées à la congestion au niveau des structures hémorroïdaires. Et là, on va parler de crise hémorroïdaire. Nous, en termes médicaux, on parle de crise fluxionnaire au niveau des structures hémorroïdaires. Est-ce que... oui. Opposition, à côté de d'autres manifestations telles que le saignement, qui ont tendance plutôt à être chroniques dans le temps, alors que la crise, ça survient, ils ont des douleurs par moment, ça va durer 3-4 jours et puis céder, sans qu'il y ait vraiment de thrombose ou sans que ça saigne. Les maladies hémorroïdaires sont fréquentes, c'est ça? Il n'y a pas de période où elles surviennent et après, vous avez l'impression que tout est normal, vous allez bien, et puis, comme des crises, ça vient après et ça vous lâche? Ça dépend. En fait, par exemple, chez la femme enceinte, ça va commencer avec la grossesse ou l'accouchement et ça peut s'améliorer après. Et certaines femmes vont conserver sur le long terme des problèmes hémorroïdaires. En général, elles font la thrombose et ça va se laisser une marisque et puis elles sont plus gênées après. Mais chez certaines personnes, lorsque la cause de la maladie hémorroïdaire persiste, la maladie va persister dans le temps. Et donc, vous aurez des manifestations dont la fréquence de survenue va varier dans le temps selon que les facteurs favorisants sont améliorés ou plus aggravés. Donc, il n'y a pas de possibilité de connaître la fréquence? Il n'y a pas une fréquence régulière. D'ailleurs, ça vient de façon très aléatoire, capricieuse, selon qu'on ait mangé certaines choses, selon qu'on se soit comporté d'une certaine manière. Il y a des femmes également qui disent que ça commence quand elles sont... ça annonce parfois les menstruations. Oui, effectivement, comme je l'avais dit, parce qu'il y a des facteurs hormonaux qui interviennent un peu dans la maladie hémorroïdaire, ces hormones génitales féminines vont agir sur les structures vasculaires et entraîner une congestion au niveau des structures hémorroïdaires qui peut faire que certaines femmes aient des crises hémorroïdaires lors des périodes menstruelles. De menstruation. Vous êtes revenu sur les facteurs, mais on l'entend souvent dire que le sexe par voie anale est un facteur pour les maladies hémorroïdaires. Est-ce que c'est prouvé? Non, ce n'est pas prouvé, pas du tout. Les rapports sexuels anaux que pratiquent les homosexuels n'est pas reconnu comme un facteur favorisant de la maladie hémorroïdaire. Il est couramment admis que ça ne pose pas vraiment de problème sur le plan anal, donc, parce que on craint surtout la notion d'incontinence, c'est-à-dire que l'anus devienne relâché et qu'il y ait des problèmes pour le contrôle des selles, mais tout ceci n'est pas prouvé. Les risques sont surtout infectieux. Et il peut faire des infections sexuellement transmises à ce niveau-là, au niveau de l'anus, tels que des condylomes, et ça peut même favoriser le cancer de l'anus. C'est surtout ces problèmes-là qui sont liés au rapport anaux. Aucun lien en fait. Non. À quel moment doit-on consulter et qui? Parce que pour ceux qu'on a eu dans l'élément, pour la plupart, aucun d'eux d'ailleurs n'a consulté un médecin. On se contente de prendre ce qu'on nous conseille par-ci et par-là. Ouais. Il faut, quand on a des manifestations au niveau des hémorroïdes, au moins consulter une fois. Les manifestations, c'est quoi déjà? Est-ce que quand on commence par avoir mal, ou quand on commence par être constipé? Qu'il s'agisse de douleur, qu'il s'agisse de saignement, qu'il s'agisse de prolapsus, il faut qu'un médecin ait vu pour savoir que c'est vraiment hémorroïdes. Parce que ça peut être autre chose également. Justement, il n'y a pas que les hémorroïdes qui saignent au niveau de l'anus. Il n'y a pas que les hémorroïdes qui font des boules au niveau de l'anus. Et la hantise, c'est que ce soit un cancer. Et justement, c'est ça. Les gens, ils disent,
j'ai des problèmes d'hémorroïdes, je suis hémorroïdaire, et ils traînent avec ça, et un jour, ils viendront en consultation, on va faire l'examen, c'est déjà tard, et ça, c'est quelque chose que nous voyons dans la pratique courante, hein, que ça arrive, que les gens qui ont traîné le mal pendant longtemps, hémorroïdes, et en fait, quand vous les examinez, c'est pas hémorroïde, c'est plutôt un cancer. Il n'y a pas que les hémorroïdes, ça peut être un condylome, qui est une infection sexuellement transmise, ça peut être un abcès au niveau de l'anus, ça peut être une fissure anale, dans ce cas, c'est une déchirure au niveau de l'anus, et selon la pathologie, le traitement n'est pas exactement le même. Et notre hantise principale, c'est que ce soit un cancer. Et le risque que ce soit un cancer est d'autant plus augmenté que l'âge est avancé. À partir de 45 ans, voire même 40 ans, on devrait davantage consulter si on a des gènes au niveau de l'anus. Qui consulter? On peut commencer par un médecin généraliste, parce que c'est plus accessible, hein, et lui, à l'examen, va ensuite orienter au besoin vers un spécialiste. Surtout si la personne a plus de 45 ans, là, il faut absolument voir un spécialiste parce qu'on ne va pas se contenter juste de regarder l'anus, hein, parce que les hémorroïdes internes, pour voir si c'est vraiment hémorroïde interne qui se manifeste, il faut regarder à l'intérieur avec un appareil. Il faut forcément regarder à l'intérieur. Hein. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens ne consultent pas, hein, parce qu'ils ne veulent pas faire regarder. Effectivement, montrer son derrière, ce n'est pas chose aisée. Et ceci est encore plus difficile pour les femmes hein, qui sont plus pudiques. Et c'est pas facile de montrer cette zone-là, ce qui est source d'un retard à la consultation et heureusement il y a pour les femmes qui sont gênées, elles peuvent voir un gastro-entérologue de sexe féminin. Il y en a heureusement 2 chez nous pour l'instant. On n'est pas nombreux, hein, les hépatogastro-entérologues, on n'est pas nombreux. Il y a une à Cotonou et l'autre à Parakou, donc c'est pas mal. Si vraiment on est gêné pour montrer son derrière à un homme, ça peut se germer. Il ne faut pas que ce soit une raison pour ne pas aller consulter. C'est très important pour éliminer un cancer à ce niveau. Parce que le gastro-entérologue va regarder avec un appareil qu'on appelle anuscope et même en cas de saignement, il ne va pas s'arrêter à l'anuscopie, il va faire carrément un examen qu'on appelle coloscopie pour regarder tout le gros intestin parce que le saignement peut-être ne provient pas des hémorroïdes, mais provient d'une tumeur ou d'un polype qui est plus haut situé, qui peut être soigné et éviter que ça dégénère. Quel est l'impact de la maladie sur l'organisme? Alors, l'impact de la maladie hémorroïdaire, ça peut, lorsque les crises douloureuses sont trop fréquentes, altérer la qualité de vie de la personne. À cause des douleurs qui gênent, surtout pour certaines professions, les chauffeurs, hein, ils sont assis là-dessus et ça fait mal, donc ça peut vraiment être source d'handicap sur le plan professionnel pour certaines personnes. Sinon, la maladie hémorroïdaire en elle-même est une maladie banale, ça ne tue pas, hein, mais ça peut masquer un cancer et qui va tuer la personne. C'est pour ça qu'il faut consulter. Sinon, une fois que vous avez consulté et qu'on a dit que ces maladies hémorroïdaires vraiment prouvées, là, vous ne risquez pas d'en mourir. Ça, c'est sûr. Mais ça peut vous perturber dans votre vie professionnelle. J'ai entendu dans l'élément des gens... Ah non, c'était pas passé. En tout cas, il y a certains malades qui évoquent la relation avec la virilité, puisque vous m'avez demandé l'impact de l'organisme, donc j'ai voulu en parler en même temps. Effectivement, il y a un certain nombre de malades qui se plaignent quand ils ont, surtout les hommes, hein, quand ils ont des problèmes de maladies hémorroïdaires, d'un impact sur leur virilité, leur vie sexuelle. Voilà. Il y a une faiblesse sexuelle qui s'installe chez eux. Ceci n'est pas prouvé, le rapport formel n'est pas établi dans la littérature et
quand on discute avec nos collègues européens, ils disent qu'ils voient moins ça chez eux. Et par contre, ils voient effectivement que quand ils reçoivent des malades africains qui viennent chez eux, c'est couramment évoqué. Bon, donc ils se demandent pourquoi les Africains sont plus préoccupés. Peut-être que, bon, les Africains... Y a-t-il des explications à ça? Bon, ça... On pense que, comme... avant tout, il y a des structures vasculaires qui interviennent, qui ont des sources communes au niveau de l'anus et au niveau de la structure génitale. Et vous savez que l'érection est avant tout un phénomène vasculaire, c'est un engorgement de sang au niveau de la verge qui va être source de l'érection. Et donc, on pense que quand les structures hémorroïdaires sont malades, il se crée comme un vol vasculaire au niveau de la structure hémorroïdaire au détriment de la zone génitale qui pourrait entraîner en quelque sorte cette faiblesse sexuelle. Mais ça reste... Est-ce que la même chose est observée chez les femmes? Non. Les femmes, il n'y a pas de risque. Non. C'est vrai que bon, les femmes n'ont pas d'érection comme les hommes, donc les hommes, voilà. Donc, oui, mais on peut parler de plaisir sexuel, par exemple. Oui, mais les femmes en général ne s'en plaignent pas. Ça ne diminue pas. Elles n'en parlent pas ou... Peut-être qu'elles n'en parlent pas, mais c'est rare. J'en ai encore jamais vu dans ma pratique qu'une femme se plaigne à cause de la maladie. Non. Par contre, les hommes, oui. Peut-être les hommes ressentent plus quand il y a une baisse de la puissance de l'érection. Ça se remarque plus chez l'homme que chez la femme. On peut comprendre aussi que si on souffre beaucoup au niveau de l'anus, ça fait très mal. Bon, on a un peu quand même du mal à prendre plaisir. Exactement. Voilà, ça peut aussi un peu intervenir et donc, ça pourrait se comprendre. On entend dire également que la maladie peut agir sur les yeux. Est-ce que c'est prouvé? Non, ça, non, absolument pas. Non. Là où on peut-être que cette personne a des saignements chroniques prolongés qui ont entraîné une anémie par manque de fer, ça peut arriver. Et si on est anémié, on peut peut-être avoir un peu des troubles de même. C'est pas vraiment des problèmes visuels, non. Directement liés, non, je vois aucune relation. Aucune relation. Okay. En quoi consiste le traitement? Alors, le traitement de la maladie hémorroïdaire, il faut dire d'abord, comme je l'ai dit, que la maladie hémorroïdaire est une maladie totalement bénigne et donc on ne la traite que si la personne s'en plaint. On ne traite pas juste parce qu'on a vu des hémorroïdes un peu turgescentes. Non. C'est parce que la personne a des manifestations et s'en plaint qu'on va soigner. Et le traitement est avant tout médical. C'est-à-dire, ça va reposer sur des conseils hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, régulariser le transit intestinal, puisque j'ai dit que la principale cause de maladie hémorroïdaire reste la constipation. Donc, si la personne est constipée, il faut tout faire pour qu'elle aille facilement à la selle, sans trop pousser. Et pour aller facilement à la selle, il faut agir sur son alimentation, manger assez de fruits et légumes, des fibres. Beaucoup d'eau. Oui. Donc, boire beaucoup d'eau, se présenter toujours à la selle le matin pour éduquer l'organisme à évacuer régulièrement. Même si on n'a pas envie d'y aller. Même si on n'a pas envie, ça éduque l'organisme à évacuer régulièrement et ça permet d'avoir un transit régulier. Se présenter toujours à la selle lorsqu'on a envie. Ne pas se retenir parce que quand on se retient, ça se dessèche et après c'est difficile pour y aller. La position sur le WC peut intervenir. La meilleure position sur le WC, c'est la position accroupie. Sauf qu'on n'a pas les WC. On a délaissé les WC traditionnels à la turque, les WC traditionnels pour des WC modernes qui sont moins anatomiques. Et donc, si on a des problèmes de maladie hémorroïdaire, il pourrait être utile d'avoir un rehausseur, un tabouret sous les pieds
pour avoir une position un peu accroupie lorsqu'on va à la selle. Ceci va faciliter que les selles sortent plus facilement pour ne pas avoir trop à pousser. Parce que plus on pousse, plus ça fait irriter les hémorroïdes. Donc, boire beaucoup d'eau, manger assez de fruits et de légumes, moins de pain, moins de riz, moins de macaroni. Tout ce qui est à base de blé, oui. Il faut réduire parce que le blé durcit les selles et enrichir en fruits et légumes. Voilà pour faciliter les selles. Maintenant, si au contraire d'avoir une constipation, on a plutôt une diarrhée des selles trop fréquente, on va donner des conseils et surtout des médicaments pour essayer d'épaissir et diminuer la fréquence des selles pour pouvoir diminuer les manifestations. À part ça, on va conseiller de manger moins épicé, moins... Tout ça fait partie du traitement parce qu'il y a la partie conseil et après... Oui. Okay. Ça, c'est les conseils hygiéno-diététiques. Donc, avoir une bonne hygiène de vie et rester moins longtemps assis donc, pour avoir éviter de trop irriter la zone anale. Voilà pour les principaux conseils hygiéno-diététiques. Si le malade même remarque qu'en mangeant telle ou telle chose, ça lui fait plus de crises, on va lui dire d'éviter en particulier ces aliments. À part les conseils hygiéno-diététiques, on va être amené à donner des médicaments lorsqu'il y a des manifestations. En cas de douleur, on va donner des médicaments contre la douleur, notamment les anti-inflammatoires sont très efficaces en cas de thrombose pour soulager la douleur. On va donner des produits d'action locale sous forme de suppositoire ou sous forme de pommade que la personne va appliquer au niveau de l'anus. Ces produits sont à base notamment de corticoïdes, d'anesthésie locale, de cicatrisants qui permettent de soulager les symptômes au niveau de la zone anale. On a recours parfois aux vénotoniques, c'est des médicaments qui ont des effets toniques sur les veines. Voilà, sont utilisés aussi contre les... Comme suppositoire. Voilà. Non, en général, c'est sous forme de comprimés que c'est utilisé pour soulager. Je disais que c'est utilisé aussi dans les problèmes de veines des membres inférieurs. Voilà. Et à quel moment a-t-on recours à la chirurgie? Oui. Avant la chirurgie, lorsque ces moyens médicaux ne suffisent pas, dans certains cas, par exemple en cas de thrombose, on peut être amené, ça c'est les gastro-entérologues qui le font, parfois les chirurgiens aussi, sous anesthésie locale, s'il y a une thrombose, on va inciser pour sortir le caillot, pour soulager la douleur et ça va cicatriser ensuite. Lorsque ça saigne, les hémorroïdes internes, on peut faire des traitements qu'on appelle ligatures élastiques. Ça consiste à aller mettre des élastiques sur les hémorroïdes, un peu comme on fait sur les cheveux des jeunes filles. On va faire ça aux hémorroïdes. On appelle ça ligature élastique et ça peut aider à réduire le risque de saignement et de prolapsus pour améliorer le malade. Quand on a fait tout ça et que ça ne suffit pas, c'est là qu'on ira à la chirurgie. La chirurgie s'adresse d'emblée, par exemple, aux hémorroïdes internes qui sont sortis en permanence et qui font mal. Là, c'est d'emblée chirurgie. Sinon, en dehors de ces cas, la chirurgie s'adresse au cas où c'est compliqué. Et ça persiste malgré le traitement médical. Et le traitement, comme je l'ai dit, avant tout, repose sur le contrôle des facteurs favorisants. Donc, si on ne régularise pas le transit et qu'on donne juste des suppositoires et des calmants, on n'a pas bien soigné le malade. Il faut lutter contre la constipation, c'est très très important. On sait qu'il y a beaucoup d'appréhension autour de la chirurgie. Est-ce que vous conseillez en tant que médecin de se faire opérer véritablement quand on est à l'extrême? La chirurgie reste le dernier recours. Le dernier recours et c'est utile parfois si... comme j'ai dit, les hémorroïdes internes de grade 4, c'est-à-dire sortis en permanence, là, il faut opérer, sinon le malade va souffrir tout le temps. Mais
il faut dire qu'il ne faut pas se presser à aller à la chirurgie, comme on a dit. C'est des pathologies banales et il ne faut pas opérer trop facilement les gens. Il faut d'abord un bon traitement médical un contrôle des facteurs favorisants peut aider le malade. Donc la chirurgie reste un recours, un dernier recours. La chirurgie, elle fait assez mal. De plus en plus, il y a des techniques qui permettent de soulager la douleur post-opératoire, mais ça reste quand même une chirurgie assez douloureuse, ce qui explique l'appréhension de certains malades vis-à-vis de cette chirurgie de la zone anale. Parlant de traitement, quelques citoyens ont avancé ne pas consulter la médecine moderne parce que n'étant convaincus que seule la médecine traditionnelle permet de guérir le mal. Oui, effectivement. Peut-être ils le pensent parce que couramment, ils vont en médecine et ils n'ont pas satisfaction. Mais ceci est aussi parce qu'ils ne consultent pas toujours les bons médecins, les spécialistes qui maîtrisent la pathologie. Oui. Je n'en disconviens pas qu'il y a certainement des traitements en médecine traditionnelle qui ont des effets bénéfiques, mais ça reste à prouver. Personnellement, j'ai eu à faire la connaissance de certains enseignants de l'université d'Abomey-Calavi à la FAST qui ont développé un remède à base de plantes qui donne assez satisfaction aux malades. Donc, ils ont fait des études de toxicologie et tout. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'envoyer quelques malades. Parce que vous êtes convaincu que tout a été mis en place pour contrôler l'efficacité du produit. Et les malades, pour la plupart, ont eu satisfaction. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses en médecine traditionnelle qui marchent. Mais tout ne marche pas, parce que j'ai déjà eu aussi des malades qui m'ont consulté après avoir essayé des remèdes traditionnels qui ont franchement aggravé leur Il faut donc faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on vous propose sur le plan de la médecine traditionnelle. Est-ce qu'on peut guérir complètement? Oui, on peut guérir de la maladie hémorroïdaire lorsque les facteurs étiologiques ont été bien contrôlés. Dans certains cas, on peut en guérir de la maladie hémorroïdaire. Mais pas dans tous les cas. On ne guérit pas toujours. Certains vont garder une maladie résiduelle qui peut être contrôlée par les médicaments. Mais voilà, tout le monde ne guérit pas. Sinon, qu'est-ce que vous leur conseillez pour mieux vivre avec la maladie? Alors, pour mieux vivre avec la maladie, c'est d'identifier les facteurs qui déclenchent les crises et les contrôler mieux. C'est-à-dire agir sur l'alimentation, comme on l'avait déjà dit, moins épicé, moins d'alcool, avoir une bonne hygiène de vie, manger moins gras pour ne pas trop prendre du poids, pratiquer de l'activité physique, ne pas rester en station sédentaire, assise prolongée. Et voilà, en général, on donne des conseils de ce genre-là. Oh, il y a dans l'élément quelqu'un qui a parlé du sucre. Ah oui, effectivement, il y a certains malades qui rapportent ça. Le fait de manger des aliments sucrés favoriserait des gènes. Mais ceci n'est pas du tout prouvé. Certains malades rapportent en outre que certains fruits qui ont un goût trop sucré leur déclenchent la survenue de crises. Ce n'est pas prouvé, mais si ça arrive chez certains malades, on leur dit alors faites attention et mangez moins sucré pour que vous n'ayez pas de gêne. L'utilisation des papiers hygiéniques, ça fait partie des questions que les citoyens ont posées sur le terrain. L'utilisation de papiers hygiéniques, ça a un lien avec la maladie hémorroïdaire? Non. Il n'y a pas de lien entre l'usage de papier hygiénique et la survenue de maladies hémorroïdaires. Par contre, si on a des problèmes au niveau des hémorroïdes, des douleurs, la thrombose, le fait
d'essuyer avec du papier, ça peut irriter et faire mal. Et donc, dans ces cas, on va avoir recours à l'usage de l'eau pour nettoyer, pour avoir à moins frotter par du papier ou bien mouiller un peu le papier avant d'essuyer pour moins irriter. On a parlé de sédentarité. Est-ce que rester aux toilettes avec son téléphone, par exemple, prendre tout son temps, fait partie des facteurs qui peuvent, à la longue, entraîner une maladie hémorroïdaire? Alors, si on reste trop longtemps sur les toilettes sans pousser, il n'y a pas de raison que ça favorise spécialement la maladie hémorroïdaire. Mais si c'est avec des efforts de pousser pour aller à la selle, c'est-à-dire que vous avez des difficultés pour évacuer, là, ça peut donner des problèmes. Mais si c'est juste pour rester sur la cuvette pour lire votre truc... Vos messages, tchatcher avec des amis. Ouais, bon, il n'y a pas de risque. Ouais. D'accord. Quelle hygiène pour prévenir les hémorroïdes? Au-delà de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas... Si ce n'est pas héréditaire, bien évidemment. Quelle autre mesure d'hygiène à part l'alimentation, le café, les épices et l'alcool. L'alcool également? Oui, l'alcool peut favoriser des crises hémorroïdaires. Il n'y a pas d'autres mesures spéciales à faire. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, manger moins gras. Voilà. Lorsqu'on a des crises au point de ne pouvoir se déplacer, par exemple, qu'est-ce qu'on fait et que les médicaments ne vous soulagent pas? Lorsqu'on a des crises douloureuses et que les médicaments ne soulagent pas, là il faut voir un spécialiste pour voir, parce que peut-être que c'est une thrombose, un caillot qui est là, et le fait que le médecin incise et enlève ce caillot-là va faire que vous allez avoir un soulagement presque instantané. Ou alors, ce n'est pas les hémorroïdes qui font mal, c'est plutôt une fissure anale qui vous fait mal, et le médecin saura comment vous traiter pour que vous soyez plus soulagé. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin rapidement lorsque la douleur persiste. Pour vous, médecins, aujourd'hui, quels sont les défis liés à la maladie? Quand on sait que les gens sont réticents à se faire consulter, quand on prend tout ce qui nous passe par la vue parce que tel a essayé quelque chose et vous propose la même chose. Quels sont les défis? Bon, les défis, c'est d'abord de faire connaître la maladie hémorroïdaire à la population générale, de faire connaître les facteurs qui interviennent dans sa survenue. C'est ce que nous faisons déjà ici. Oui. Et maintenant, quand les malades nous consultent, pouvoir leur donner les traitements qui donnent le plus satisfaction. Et cela amène à former les médecins généralistes davantage sur la maladie, parce que j'en vois des patients qui ont traîné en médecine générale longtemps et qui n'ont jamais eu, par exemple, un traitement de la constipation. On n'a jamais donné de laxatif et autres, alors que la personne était constipée, et c'est la constipation qui favorise la maladie hémorroïdaire. On s'est contenté juste de lui donner des vénotoniques, des traitements locaux. Donc, il faut vraiment former les médecins généralistes sur ces pathologies pour qu'ils puissent mieux soigner les malades touchés. Et enfin, il faut disposer de moyens d'exploration, notamment l'endoscopie, pour pouvoir faire les examens chez les personnes de plus de 45 ans, par exemple, qui ont des rectorragies, qui saignent par l'anus. On devrait faire une coloscopie systématique. Mais cela nécessite qu'on ait un équipement, cela a un coût.
et tout ça reste des défis à relever parce que l'endoscopie, l'appareil tombe régulièrement en panne. En tout cas chez nous au CNHU, c'est pas toujours disponible et ça coûte cher l'appareil à acheter. Et donc voilà les défis à mon avis qui sont à relever chez nous en termes de maladies hémorroïdaires. Dès que dans la famille, un parent est hémorroïdaire, est-ce qu'on devrait prendre des mesures pour éviter d'avoir des enfants après qui ont la même maladie ou il n'y a pas de mesures à prendre, vous y passerez forcément? Bon, s'il y a un cas dans la famille, ça augmente le risque que vous en ayez, mais cela ne veut pas dire que systématiquement, tous les autres membres de la famille en auront. Du coup, on ne va pas forcément dire de se soigner préventivement contre la maladie hémorroïdaire. Mais si on commence à ressentir des gènes, des signes, là, on va utiliser les moyens pour prévenir que ça ne dégénère. Vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut que nous sachions que tout le monde a des hémorroïdes, mais tout le monde n'a pas une maladie hémorroïdaire. Et donc, seules quelques personnes vont souffrir des hémorroïdes. Environ, nous avons fait un travail au CNHU et en privé, dans une structure privée. Nous avions pu noter qu'environ un tiers de personnes qui consultaient en hépatogastro-entérologie venaient pour la maladie hémorroïdaire. Donc c'est un motif de consultation assez fréquent, mais il faut savoir que l'hémorroïde peut cacher une pathologie beaucoup plus grave, telle que le cancer du côlon, et donc c'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste qui a même de faire des examens pour détecter tôt s'il y a un cancer du côlon sous-jacent. Nous avons parlé de facteurs, nous avons parlé de causes, nous avons parlé de symptômes, mais est-ce que ce n'est pas important pour les téléspectateurs de savoir, par exemple, à partir de combien de fois ou de signes est-ce qu'on peut se dire que c'est important d'aller voir un médecin? Parce que ça peut être juste un saignement dû à une fissure, par exemple. Ouais. C'est vrai que si on a plus de 40, 45 ans et qu'on saigne, qu'on a mal, il faut forcément consulter. Il ne faut pas attendre. Dès la première fois. Dès la première fois, il faut consulter. Maintenant, si c'est un enfant qui a mal à l'anus, en général, c'est la fissure anale. Là, on n'est pas obligé de consulter. On peut aller juste à la pharmacie. Voilà, il faut... Bon, je n'encourage pas l'automédication, mais il faut savoir que si l'enfant a mal à l'anus, c'est souvent la fissure anale et il suffit d'agir sur son alimentation pour qu'il aille mieux à la selle, enrichi en fruits et légumes, pour que ça se règle. On n'a pas pour cela forcément besoin de consulter. Il y a également dans les dires au sein de la population la peur, comme je le disais, de se faire opérer parce on se dit qu'après l'opération, systématiquement, l'homme perd sa virilité. Alors, la perte de la virilité n'est pas systématique. Même après l'opération? Après l'opération, non. Mais il y a des cas. Ça pourrait arriver, mais c'est rare. C'est pas comme l'opération de la prostate, par exemple, ou après prostatectomie ou radiothérapie sur la prostate. Là, c'est quasi systématique, la perte de la virilité. Mais pour la maladie hémorroïdaire, c'est pas couramment le cas. On peut, après l'opération pour maladie hémorroïdaire, ça j'en ai déjà vu, avoir un rétrécissement au niveau de l'anus. C'est déjà arrivé, parce que l'opération consiste à lier les artères qui irriguent les structures hémorroïdaires et ensuite à inciser les trois principaux paquets hémorroïdaires. C'est ce qu'on appelle hémorroïdectomie pédiculaire. Et en le faisant, des fois, après cicatrisation, des fois, il peut y avoir une sténose, surtout quand c'est fait par des mains
pas bien expérimentés. J'en ai vu quelques cas. Il peut y avoir une sténose de l'anus. Et dans ce cas, il y a également d'autres complications, c'est ça? Quand il y a la sténose, on dilate, on fait des dilatations pour aider à ce que la personne puisse aller de nouveau un peu mieux à la selle. Merci, docteur Poisson. On retient que désormais, il faut éviter au maximum l'automédication et surtout de prendre tout ce qu'on voit au bord des routes, les publicités des tradithérapeutes contre... Effectivement. Les tradithérapeutes devraient faire valider leurs produits en faisant des études en collaboration avec les médecins pour qu'on puisse orienter les malades vers ces traitements. Merci beaucoup, docteur. Les maladies hémorroïdaires n'est pas une personne. En parler avec un médecin permet déjà d'avoir l'assurance de connaître votre mal et de suivre un traitement. Mais mieux encore, certains d'entre nous ont la possibilité de l'éviter. Les maladies hémorroïdaires, quel traitement? J'espère que les explications de docteur Poisson vous ont édifié. Ce sera tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.